La première fois que j'ai compris que Paris pouvait vous condamner sans juge, c'était un matin de décembre, là, juste en face de l'église Saint-Eustache. Je me souviens du son des cloches comme d'une main invisible posée sur ma nuque. Pas une caresse, plutôt un rappel, une façon polie de dire que le temps avance, que les morts restent et que les vivants doivent apprendre à faire semblant. Je suis assise dans un petit café, à 2 rues des Halles, une de ces adresses discrètes où l'on sert le thé dans une porcelaine fine, comme si la fragilité de la tasse pouvait contenir celle des gens. La neige tombe, lente, presque appliquée. Elle ne fait pas de bruit, elle couvre, elle efface les traces de pas, elle maquille les trottoirs. Paris se donne des airs d'innocence. Mes mains, elles, ne savent plus tricher. Elles tiennent la tasse avec une prudence d'ancienne. La peau s'est froissée comme du papier qu'on a trop souvent plié. Il y a ce tremblement léger, humiliant, qui vient quand on a longtemps serré les dents. La chaleur du thé remonte par mes doigts et s'arrête avant d'atteindre le cœur. On dit que Noël est la saison des miracles. 3 ans plus tôt, pour moi, c'était la saison des sentences de mort. Je n'ai jamais aimé les grands mots. Je viens d'un monde où l'on parle bas, où l'on met une nappe propre pour recevoir la douleur, où l'on dit « ça va » avec une élégance féroce. Pourtant, il y a des vérités qui finissent par s'imposer, même à ceux qui préfèrent la retenue. Mon fils est mort un 3 décembre. Les dates s'accrochent à la mémoire comme des épingles. On ne les choisit pas, elles vous choisissent. Je pourrais raconter les circonstances, le couloir de l'hôpital, les lumières trop blanches, la façon dont les médecins évitent votre regard lorsqu'ils n'ont plus rien à offrir, mais ce serait encore lui voler un peu de pudeur. Mon fils avait cette dignité des hommes bons, celle qui ne fait pas de bruit. Il n'a pas crié, il est parti comme il avait vécu, en ne dérangeant personne. Après l'enterrement, il y a eu la chorégraphie habituelle, les phrases convenues, les mains sur l'épaule, les promesses qu'on n'honore pas. Appelez si vous avez besoin. Je les ai remerciés, comme on remercie un serveur pour un café trop cher. Et puis, quand les gens sont rentrés chez eux, quand les fleurs ont commencé à fanir, quand le silence a repris ses droits, j'ai compris que la vraie épreuve ne commençait pas dans la mort, elle commençait dans l'après. J'habitais seule depuis longtemps, pas dans la misère, non, dans une solitude ordonnée, une solitude de femme qui a appris à tout tenir sans se plaindre. J'avais travaillé, j'avais lu, j'avais voyagé un peu, j'avais des habitudes, le marché le samedi, la radio tôt le matin, une promenade quand Paris s'éclaircit, un livre posé toujours au même endroit, comme une présence. Mon fils, lui, était la faille lumineuse de cette existence. Il m'appelait même quand il n'avait rien à dire. Il me demandait si j'avais mangé, comme si j'étais encore une enfant. Il glissait de petites attentions dans des choses sans importance. Un jour, en sortant d'un kiosque, il a glissé dans la poche de mon manteau un billet de 20 €. « Pour ton journal, maman ». J'ai protesté. Il a souri. Il a toujours gagné avec ce sourire. Je n'ai jamais dépensé ce billet. Il est resté là, plié, dans une poche intérieure, comme un talisman ridicule, comme une superstition qu'on s'autorise quand on n'a plus de prière. Il me semblait que tant qu'il restait avec moi, quelque chose de mon fils restait vivant, serré contre ma poitrine. Dans ce café, aujourd'hui, la neige tombe avec la même patience, et la cloche de Saint-Eustache, au loin, égrène le temps, comme on compte des dettes. Je regarde les passants, les couples qui se hâtent, les sacs chargés, les rires trop sonores, les enfants qui tirent les manches, les adultes qui jouent à être heureux. Je me surprends à envier leur légèreté, puis je me reprends. L'envie est une impolitesse envers soi-même, surtout à mon âge. Je porte du noir, mais pas le noir ostentatoire, un noir de femme qui n'attend rien du regard des autres. Mon rouge à lèvres est discret, mes cheveux gris sont tirés avec soin. J'ai gardé cette discipline, cette manière de rester présentable même quand on est en ruine. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est une armure.
La serveuse me demande si je veux un peu de sucre. Je dis non, merci. J'ai toujours préféré l'amertume claire aux douceurs qui mentent. Je ferme les yeux une seconde, et la scène revient, comme une porte qu'on ouvre sans le vouloir. Pas l'hôpital, pas le cimetière. Un autre endroit, un arrondissement où l'air est plus cher. Et dans ce décor impeccable, la phrase qui a fendu mon monde en deux. Je rouvre les yeux sur la neige. Je me dis que tout a commencé là, non pas quand mon fils est mort, mais quand j'ai compris que certains vivants peuvent être plus glacés que l'hiver parisien. La cloche sonne encore, et dans ma poche, j'imagine le papier froissé du billet, ce petit rectangle de 20 € qui, sans le savoir, attendait déjà son rôle. 3 semaines après l'enterrement de mon fils, je suis revenue rue de la Pompe, comme on retourne sur une scène de crime, non pour accuser, mais pour vérifier que le monde a bien continué sans vous. Paris avait repris ses manies, les portières claquaient, les taxis râlaient, les vitrines de Noël faisaient semblant d'aimer tout le monde, et moi, je montais l'escalier avec une lenteur qui n'était pas celle de l'âge, mais celle du courage. Chaque marche me demandait une permission. La porte s'est ouverte avant même que je sonne une deuxième fois. Élodie se tenait là, dans l'encadrement, impeccable, le visage presque reposé, un manteau crème, une écharpe rouge parfaitement nouée. Elle avait cette élégance qui ne tremble jamais, comme si le chagrin était une faute de goût. Je me suis surprise à chercher, derrière son épaule, une ombre familière, une maladresse, un bruit de pas. Rien. L'appartement respirait autrement. Il n'y avait plus ce désordre tendre de mon fils, ses livres posés n'importe comment, sa tasse oubliée, son rire qui s'annonçait toujours avant lui. Tout avait été redressé, rangé, nettoyé, comme si l'on pouvait effacer quelqu'un en passant un chiffon. Je n'étais pas venue réclamer une place, je n'avais pas cette indignité-là. Je voulais seulement récupérer quelques affaires, un pull qu'il aimait, un carnet de notes, la vieille montre de son grand-père, des objets minuscules, ces petites preuves qu'il avait existé autrement que dans un cercueil. Élodie m'a laissé entrer sans me regarder vraiment. Elle s'est écartée, polie, presque administrative. Je l'ai suivie dans le salon, où un sapin trop parfait scintillait déjà, comme un mensonge bien décoré. La table basse avait changé, les coussins aussi. Une odeur de bougie neuve se mêlait au parfum sec de son eau de toilette. Pas une trace de mon fils, pas même sa tasse ébréchée. Je me suis assise, par réflexe, au bord du canapé, le dos très droit. Je me suis entendue dire d'une voix que je ne reconnaissais pas tout à fait « Je voudrais juste quelques affaires à lui, rien de plus ». Elle a pris une seconde, une seule, avant de répondre, une seconde parfaitement calculée. Tout a été trié, comme des papiers qu'on classe, comme des vêtements qu'on donne. Je l'ai regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de lisse, de fermé, une jeune femme qui avait déjà décidé qu'elle n'avait plus d'obligation affective envers moi, une femme qui savait que légalement j'étais une invitée et que même cela était déjà trop. Je n'ai pas insisté, j'ai simplement demandé où étaient ses affaires, ses livres, ses photos. Elle a fait un geste vague vers le couloir. Il n'y a plus rien de personnel ici. Ce mot « personnel » m'a piqué comme une aiguille. Mon fils n'avait donc jamais été personnel pour elle. Il avait été utile, il avait été mari, il avait été statut, et maintenant, il était un dossier clos. Je me suis levée pour aller vers sa chambre. La chambre, mon enfant, avait dormi là, avait respiré là, avait aimé là. J'ai fait un pas, puis deux. Élodie a bougé aussi, se plaçant devant moi avec une douceur tranchante. Je préfère que vous ne fouillez pas. Fouiller, comme une voleuse, comme une mendiante. J'ai senti une chaleur monter, pas une colère, non, une honte. Cette honte affreuse qu'on ressent quand on doit demander, quand on dépend, quand on est à la merci de la bonne volonté de quelqu'un qui ne vous doit plus rien, ou qui fait semblant de ne plus vous devoir. J'ai murmuré « Je suis sa mère ». Elle a esquissé un sourire minuscule, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Justement, alors elle s'est tournée vers l'entrée. Elle a disparu 1 minute, et quand elle est revenue,
Elle tenait dans ses mains un tas de laine et de tissu. Mon cœur a reconnu avant mon cerveau l'écharpe grise, celle que j'avais commencée un soir d'octobre, avec cette patience d'autrefois, en me disant qu'il la porterait en riant, qu'il se moquerait de mes poings trop serrés, qu'il m'embrasserait au front, comme quand il était enfant. Elle l'a jetée sur le sol, près du paillasson, avec un geste sec. Puis elle a ajouté le manteau de mon fils, celui que je lui avais offert pour ses 30 ans. Le manteau a glissé, lourd, comme un corps qui tombe. Je suis restée immobile. J'ai regardé ces choses à terre comme on regarde un accident sans pouvoir détourner les yeux. Élodie a dit, très calmement, comme on récite une conclusion, « Allez le rejoindre, si vous voulez. Cet appartement est à moi. Sortez. » Je n'ai pas pleuré. Il y a des moments où les larmes sont trop lentes. Tout allait trop vite. Mon fils était mort, et 3 semaines après, on me renvoyait de son seuil comme une étrangère. Je savais, au fond de moi, que la loi ne me protégerait pas ici. Sans testament, sans donation, sans droit d'usage écrit, je n'avais pas d'ancrage. Si l'appartement était à elle avant ou acheté à son nom, je n'étais personne aux yeux des papiers. La mère n'est pas une clause, la douleur n'est pas un article du Code civil. Je me suis penchée, j'ai ramassé l'écharpe. La laine sentait encore un peu mon salon, la théière, les soirs où je cricotais pour oublier le silence. Je les serrais contre moi, sans élégance, comme on serre un enfant. Puis j'ai pris le manteau, lourd, et j'ai senti sa doublure froide contre mes doigts. Il n'y avait plus sa chaleur, rien que le souvenir d'une chaleur. Élodie a ouvert la porte. Elle ne m'a pas accompagnée, elle m'a simplement regardé passer, et j'ai compris que dans sa tête, tout cela était déjà terminé. Sur le palier, je me suis arrêtée 1 seconde. J'ai voulu lui dire une phrase parfaite, une phrase digne, une phrase qui lui resterait dans la gorge comme une arête, mais aucune phrase ne valait mon fils. Alors je suis partie, avec un manteau trop grand sur le bras et une écharpe trop légère dans la main. Dans l'escalier, le froid m'a saisie. Je me suis entendue penser, avec une précision presque cruelle. La neige de Paris n'est pas aussi froide que les mots de quelqu'un qui a été ma famille. Et quand j'ai poussé la porte de l'immeuble, l'air de décembre m'a glyphé comme un verdict. Je suis sortie sans refermer tout à fait la porte, par fierté sans doute, par cette vieille habitude de ne pas faire de bruit quand on souffre. Dans le couloir, l'air sentait le produit d'entretien et le parfum des voisins, ce mélange sans âme des immeubles qui ne connaissent personne. L'ascenseur a mis un temps infini à venir, puis il a ouvert sa gueule de métal, indifférent. J'ai regardé mon reflet dans la paroi, une femme de 65 ans, droite encore, mais défaite à l'intérieur, comme une robe dont la doublure s'est décousue. Dehors, Paris brillait comme un mensonge, les vitrines s'acharnaient à vendre de la lumière. J'ai marché, d'abord sans direction, puis très vite, avec cette logique des gens qui n'ont plus de maison, aller là où il y a du monde pour ne pas devenir folle, mais rester assez loin pour que personne ne vous voie vraiment. L'avenue Haussmann était un couloir de fête, guirlandes suspendues, voitures pressées, rires éclatants derrière les portes des grands magasins, et ce froid net qui vous mord les bouts des doigts, comme une remarque malveillante. Dans ma poche, il n'y avait qu'un billet de 20 €, un seul. Le papier était un peu froissé, usé, à force d'avoir été déplacé, remis, gardé au cas où. C'était lui qui me l'avait glissé un jour, mon fils, avec un sourire trop simple pour être prudent. Pour ton journal, maman, et pour un petit croissant si tu passes devant la boulangerie. Je me suis surprise à chercher ce sourire sur les visages inconnus. La ville m'a répondu par son vacarme. Je me suis arrêtée devant une vitrine où des mannequins portaient des manteaux que je n'aurais jamais achetés, même avant. Dans le reflet, j'ai vu mes mains, les mêmes que celles de ma mère, les mêmes que celles qui avaient caressé la joue d'un enfant fiévreux, fermé les boutons d'une chemise, rangé des papiers, signé des chèques, essuyé des larmes en cachette. Et j'ai pensé, avec une lucidité presque calme, à quoi servent des mains quand il n'y a plus personne à toucher. Il y avait sous cette pensée une autre idée plus froide encore qui avançait sans bruit, l'envie de ne plus sentir, de ne plus porter le poids. Je ne l'ai pas dramatisée, elle était là comme un fait,
comme la neige qui tombe sans demander permission. J'ai marché vers la Seine sans me l'avouer, attirée par l'eau sombre, par ce mouvement qui continue quand on n'y arrive plus. Au bord du fleuve, l'air était plus humide, les quais semblaient plus larges, plus vides. Les péniches passaient lentement, chargées d'une musique lointaine, et les lampadaires posaient sur l'eau des bandes d'or tremblantes. J'ai posé ma main sur la rambarde froide. Je n'avais pas peur. C'est cela qui m'a effrayée, cette absence de peur, cette élégance fatiguée qui vous fait croire que tout est déjà terminé. Puis, un détail a fissuré cette certitude, une silhouette qui courait en riant, un couple qui se disputait à mi-voix, une femme qui tenait un sac de course comme si c'était un trésor. La vie, partout, obstinée. Et moi au milieu, avec mon billet de 20 €, ridicule et lourd à la fois, comme un dernier lien cousu à la hâte. Je me suis remise à marcher, pas pour rentrer, je n'avais nulle part où rentrer, mais pour continuer encore un peu, pour laisser à la nuit une chance de me contredire. Et dans ce Paris de Noël, qui brillait trop fort pour être sincère, je me suis dit d'une voix intérieure sans colère, la vraie mort, ce n'est pas de tomber, c'est d'être effacé. Et ce soir-là, j'étais en train de disparaître. Je n'ai pas tout de suite compris que ce garçon était là depuis longtemps. Sur le boulevard, les vitrines faisaient leur théâtre, des sapins en plastique, des rubans rouges sombres, des mannequins immobiles dans leurs manteaux trop parfaits. La ville donnait l'illusion d'un abri, mais ce n'était qu'une lumière posée sur la misère, comme du maquillage sur une joue malade. J'avançais sans but, avec cette lenteur qu'on a quand on n'attend plus personne. Le froid me remontait des pavés jusque dans les genoux. Dans ma poche, le billet froissé s'obstinait à exister. 20 €, comme une petite preuve que mon fils avait autrefois pensé à moi. Je me suis arrêtée sous l'auvent d'un magasin fermé, un de ces lieux qui sentent le métal et l'abandon. Là, dans l'ombre, j'ai vu une forme se détacher. Un enfant, 10 ans peut-être. Une silhouette trop fine, une capuche trop grande. À ses pieds, un petit chien au poil clair, roulé en boule, qui tremblait sans bruit. L'enfant ne tendait pas la main, il ne jouait pas la comédie de la mendicité, il gardait sur son visage une pudeur étrange, presque adulte, comme s'il avait déjà appris que demander, c'est s'exposer. Entre ses mains, il protégeait une flamme minuscule. Une bougie, ou plutôt un reste de bougie, planté dans un couvercle de conserve. La flamme vacillait, obstinée, et l'enfant la couvait de ses paumes, comme on veille un malade. Il rapprochait parfois la petite chaleur du museau du chien, avec une douceur infinie, en murmurant des mots que je n'entendais pas. Ce n'était pas un geste spectaculaire, ce n'était pas un appel, c'était simplement la vie qui s'accroche, sans discours. Je suis restée là, à quelques pas, sans oser entrer dans son cercle. Mon chagrin, à côté de cette scène, avait soudain l'air d'un luxe. J'ai pensé à ma laine, à mes aiguilles, à ce temps où je tricotais pour mon fils en comptant les mailles, certaine qu'on ne peut pas manquer d'air tant qu'on fabrique quelque chose pour quelqu'un. Et j'ai senti ma gorge se serrer, non pas d'un sanglot, mais d'une honte délicate. La honte d'avoir imaginé que mon absence changerait quoi que ce soit au monde, alors que cet enfant, lui, se battait pour que son chien ait encore chaud. Il a levé les yeux. Son regard a rencontré le mien, et je m'attendais à y trouver la méfiance ou l'envie. Je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre, seulement une fatigue immense posée sur des prunelles trop claires. « Madame, vous avez l'heure ?» Sa voix était calme, pas plaintive, comme s'il demandait l'heure dans un hall de gare, un jour normal. J'ai regardé mon poignet nu. Ma montre était restée dans l'appartement. Elle aussi, sans doute, appartenait désormais à quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas, mon chéri, » ai-je répondu. Et j'ai détesté ce mot, mon chéri, parce qu'il sortait de moi comme un réflexe, un reste de maternité qui n'avait plus d'adresse. Le garçon a hoché la tête, sans insister. Il a ramené ses mains autour de la flamme, plus soigneusement encore, comme si ma réponse avait refroidi l'air. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il était dehors, je n'ai pas demandé où étaient ses parents.
On n'interroge pas un naufragé comme on remplirait un formulaire. Je me suis accroupie lentement, à distance respectable, pour ne pas l'effrayer. Le chien a entr'ouvert un œil. Il m'a regardé sans aboyer, il m'a jugé et, étrangement, il m'a laissé passer. « Comment il s'appelle » ai-je soufflé. « Rio » a dit l'enfant. Puis, après une seconde, comme s'il me faisait une concession, « Moi, c'est Lucas. » Lucas, un prénom simple, sans arrogance, une syllabe qui tient chaud. Et sans que je m'en rende compte, mes doigts ont touché le billet dans ma poche, comme si ce papier pouvait devenir autre chose qu'un souvenir, comme s'il pouvait, peut-être, acheter une soupe, un morceau de pain, et une nuit plus pour deux êtres qui n'avaient plus rien que cette petite flamme. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Le billet de 20 € me brûlait la paume comme un rappel, pas une monnaie. Je l'ai sorti de mon porte-monnaie avec cette lenteur cérémonieuse qu'on a devant les dernières choses. Lucas m'a suivi sans bruit, la capuche trop grande sur son visage, son petit chien serré contre sa poitrine comme on serre un secret. Paris, la nuit de Noël, ressemble à un théâtre où l'on a laissé les décors allumés pour tromper le vide. Les vitrines riaient en silence, les guirlandes jetaient des promesses dans l'air, mais elles ne réchauffaient personne. Moi, je marchais à côté d'un enfant de 10 ans, et soudain, je n'étais plus seulement une veuve, ni seulement une mère amputée. J'étais une adulte, une présence, une frontière. Au coin d'une rue transversale, une boulangerie gardait ses néons, comme une veilleuse. Il y avait encore de la buée sur les carreaux et une odeur de beurre, de levain, de soupe chaude. Cette odeur-là, qui traverse les années et vous replace dans une cuisine d'enfance avant même que vous ayez le temps de vous défendre. La vendeuse nous a regardés sans poser de questions inutiles. Je lui ai demandé 2 soupes, du pain et 2 croissants. Je sais, c'est absurde, un croissant quand on a froid au ventre, mais il y a des gestes qui ne nourrissent pas le corps, ils nourrissent l'idée qu'on existe encore. J'ai posé mon billet sur le comptoir, la pièce est tombée dans le plateau avec un petit bruit net, comme un point final. Je me suis entendu dire, avec ma voix de femme qui a longtemps reçu des invités et signé des chèques, « Gardez la monnaie ». Il n'y en avait presque pas, mais je ne voulais pas repartir avec des pièces. Je ne voulais pas que le monde me rende quelque chose. Ce soir-là, je voulais seulement donner, une fois, sans calcul. Nous nous sommes assis sur le rebord d'un immeuble, à l'abri relatif d'un porche. La soupe fumait dans ses gobelets de carton. Lucas soufflait dessus avec sérieux, comme s'il accomplissait une mission. Le chien a levé le museau, a reniflé, puis s'est recroquevillé plus près de lui. J'ai mangé doucement. Chaque cuillerée avait la simplicité d'une excuse. Voilà, je suis encore là. Lucas, lui, parlait par petites phrases, des phrases qui s'arrêtent dès qu'elles touchent un endroit fragile. Ma mère, elle est à l'hôpital, un grand hôpital public. Ils ont dit qu'elle devait rester. Il a hésité, comme si le mot suivant avait un prix. Je veux pas aller là où ils mettent les enfants quand il y a plus personne. On m'a dit qu'ils posent des questions, qu'ils écrivent des trucs, et après, on peut plus revenir en arrière. Je l'ai regardé. Ses joues étaient rouges de froid, mais ses yeux étaient secs. Les enfants qui ont trop attendu apprennent à ne pas pleurer devant les autres. Je me suis surprise à répondre comme on répondrait à une administration, mais avec une douceur que je ne m'étais plus accordée depuis longtemps. On peut toujours revenir en arrière, Lucas. On peut toujours demander à comprendre. On peut toujours demander qu'on vous explique. Il a baissé les yeux sur son croissant. Vous parlez comme les dames qui savent. Cette phrase m'a transpercée, parce qu'elle contenait une vérité simple. J'avais su autrefois. J'avais été une femme qu'on écoute, et depuis 3 semaines, je n'étais plus qu'un meuble qu'on pousse dehors. Je me suis entendue murmurer, presque pour moi-même, en regardant les lumières au bout de la rue. La neige de Paris n'est jamais aussi froide que la phrase d'une personne qui vous a appelé famille. Lucas a mangé, moi aussi, et pendant quelques minutes, la ville a reculé. Il n'y avait plus de 15e, ni de 16e, ni les noms qui blessent. Il n'y avait que 2 gobelets de soupe, un chien qui respirait, et un billet de 20 € devenu, contre toute logique, un commencement. Je me suis levée sans bruit, comme on se lève d'un banc trop froid après avoir attendu trop longtemps.
mes jambes protestaient. Le trottoir me renvoyait l'humidité de la nuit. La soupe était finie, la bougie presque éteinte, et le silence revenait, plus dense. Il y avait à quelques rues de là la Seine. Je n'avais pas besoin de la voir pour la sentir. Elle appelait sans mots, avec cette patience sombre qui n'exige rien. Lucas rangeait le carton, lentement, avec ce sérieux qu'ont les enfants quand ils veulent montrer qu'ils savent se débrouiller. Le chien s'était rapproché de lui, vigilant. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre. Je ne fuyais pas, je me retirais. Lucas a levé la tête. Il a compris tout de suite. Les enfants comprennent plus vite que les adultes quand quelqu'un s'apprête à partir. « Vous allez où ?» Je n'ai pas répondu. Le silence parfois est une réponse trop honnête. J'ai senti l'air froid me frapper le visage. La ville semblait plus large, plus vide. Je me suis dit que j'avais fait ce que je pouvais. Donner, partager, et maintenant laisser la nuit reprendre ce qu'elle voulait. Alors Lucas s'est levé d'un bond. Il a attrapé ma main. Sa main était chaude, étonnamment ferme. Il la serrait comme on serre une rambarde sur un bateau. Le chien s'est levé aussi, inquiet. « Madame ?» Sa voix a tremblé. Il a avalé sa salive, cherchant ses mots. « J'ai peur du noir. » Il a baissé les yeux, honteux d'avoir dit ça. Puis il a ajouté très vite, comme pour se justifier, « Pas du noir comme ça, mais quand on est tout seul. Vous pouvez rester avec moi jusqu'au matin, juste jusqu'au matin. » Ce n'était pas une supplique, ce n'était pas une stratégie, c'était une demande nue, une demande de présence. Je suis restée immobile, ma main dans la sienne. Autour de nous, Paris continuait à vivre, indifférente. Des pas passaient, une voiture klaxonnait. Rien ne s'arrêtait pour ce moment-là, et pourtant tout venait de s'arrêter en moi. J'ai regardé Lucas, 10 ans, trop jeune pour porter cette peur, trop digne pour la crier. Il ne me demandait pas d'argent, ni un toit, ni une promesse impossible. Il me demandait de rester, de ne pas disparaître. J'ai compris alors quelque chose de très simple. Tant que quelqu'un vous demande de rester, vous n'avez pas le droit de partir. Pas encore. D'accord, ai-je dit. Un seul mot. Il a suffi. Lucas a relâché un peu ma main, sans la lâcher complètement. Le chien s'est recouché, rassuré. Je me suis rassis sur le carton, sans élégance, sans calcul. La dignité, cette nuit-là, n'était pas dans la posture, elle était dans la décision. Nous avons attendu le matin ensemble. Nous avons parlé peu, des phrases courtes. Lucas m'a raconté une chanson qu'il aimait, un souvenir de plage, le nom de son chien. Je l'ai écouté sans interrompre. Parfois il se taisait longtemps, et ce silence n'était pas lourd, il était partagé. À un moment, Lucas s'est assoupi, la tête contre mon bras. J'ai passé l'écharpe autour de ses épaules, doucement, pour ne pas le réveiller. Le chien s'est roulé en boule contre nos pieds. Je suis restée éveillée, pas par peur, par choix. Le ciel a commencé à pâlir, un gris doux, presque poli. Le froid était toujours là, mais il avait changé. Ce n'était plus un froid de faim, c'était un froid qui attend. Et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi, j'attendais. Le centre d'hébergement s'éveillait lentement, comme un corps fatigué qui refuse encore de croire au matin. Les néons clignotaient. Une odeur de café trop fort se mêlait à celle des couvertures humides. Lucas était assis à côté de moi, les jambes pendantes. Pépito roulait contre son ventre. Il n'avait pas dormi beaucoup, moi non plus. Mais il y avait dans l'air quelque chose de nouveau, une tension moins hostile, une organisation. On nous a appelés par nos prénoms, le mien d'abord, Catherine. Cela m'a frappée. Depuis des semaines, on me parlait comme à une ombre ou comme à une gêne. Là, mon nom s'inscrivait sur une feuille, noir sur blanc. J'existais de nouveau dans une case officielle. Une travailleuse sociale s'est assise en face de nous. Elle avait cette voix calme de ceux qui ont vu trop de détresse pour s'autoriser le jugement. Elle a posé des questions simples. Où est la mère ?
Depuis quand? Y a-t-il un père? Des proches? Lucas répondait peu. Il me regardait avant chaque phrase, comme pour vérifier que le sol ne se dérobait pas. Je me suis autorisée à parler, pas à sa place, à côté de lui. J'ai expliqué l'hospitalisation, l'absence de relais familial, la peur du placement. J'ai choisi mes mots avec soin, pas d'émotions excessives, pas de menaces, juste des faits. En France, la compassion a besoin d'un dossier solide pour s'installer durablement. Ils ont appelé l'hôpital, attendu, noté, confirmé. La mère était bien là, service public. Pathologie sérieuse, mais stable. Pas de visite possible immédiate. Le mot « stable » a fait soupirer Lucas. Stable, pour un enfant, ça veut dire qu'on peut encore espérer. On a parlé de l'aide sociale à l'enfance, de l'urgence, des solutions temporaires. J'ai demandé que tout soit écrit, que rien ne se décide sans trace. J'ai demandé aussi qu'on respecte la présence du chien, au moins pour quelques jours. Les animaux sont parfois les seuls témoins continus d'une vie. Les enlever, c'est arracher une preuve. La travailleuse sociale a hoché la tête. Elle m'a regardée avec une curiosité bienveillante. « Vous avez l'habitude de ces démarches ?» J'ai souri, à peine. J'ai eu l'habitude de comprendre les textes et de défendre ce qui doit être l'être. Elle n'a pas insisté. Elle a compris que mon passé n'avait pas besoin d'être exposé pour être utile. Un juriste bénévole est arrivé en fin de matinée, aide juridictionnelle. Un homme discret, des lunettes fines, une mallette usée. Il a parlé de droit, de référents temporaires, de procédures accélérées. Lucas dessinait pendant ce temps. Un chien, une maison, un bonhomme trop grand à côté. Il m'a fait sourire sans le vouloir. À un moment, le juriste m'a regardé. « Madame, vous pouvez être désignée comme personne de confiance à titre provisoire. Cela n'engage rien à long terme, mais cela permet de sécuriser les décisions immédiates. » Personne de confiance. Le terme m'a serré la gorge. Pas mère, pas tutrice, juste quelqu'un à qui l'on confie un instant fragile. J'ai accepté, sans réfléchir. Il y a des engagements qui vous choisissent. Dans l'après-midi, nous avons été conduits à une structure plus calme. Une chambre simple, 2 lits, une couverture propre. Lucas a posé son sac comme on plante un drapeau. Pépito a exploré les lieux avec sérieux. « Vous allez rester ce soir ?» a-t-il demandé. « Oui. » Il n'a rien ajouté. Il a enlevé ses chaussures. Il s'est allongé. Sa respiration s'est apaisée presque aussitôt. Je suis restée assise à regarder le jour décliner derrière une fenêtre trop haute. Je pensais à mon fils, à ce qu'il aurait fait. Il aurait aidé, sans bruit, sans calcul. Et je me suis dit que peut-être je ne faisais que prolonger un geste qui venait de lui. Le soir, on m'a proposé de rentrer chez moi. J'ai répondu que je n'avais pas de chez moi pour l'instant. La phrase est sortie sans drame. Elle était vraie. On m'a proposé de rester. Je me suis couchée habillée, l'écharpe sur les épaules. Dans la pénombre, Lucas a murmuré « Madame Catherine, merci ». Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas transformer ce moment en gratitude. J'ai simplement dit « dors ». Et dans ce mot, il y avait plus qu'un ordre. Il y avait une promesse tenue. Je n'ai pas cherché la justice par orgueil. Je l'ai cherchée parce que, dans certaines vies, on finit par comprendre que le chagrin ne suffit pas à vous protéger. Il faut des preuves, des dates, des noms, des papiers qui ne tremblent pas. Au centre, une assistante sociale m'a donné une adresse écrite au stylo sur un coin de feuille, comme on tend une allumette à quelqu'un qui grelotte. Permanence juridique, aide juridique. J'y suis allée avec Lucas, en tenant sa main pour me souvenir que je n'étais plus seule. Dans une salle trop claire, où l'on entendait les chaises racler le sol, un jeune avocat bénévole m'a écoutée sans m'interrompre. Il avait cette politesse rare qui ne console pas, mais qui respecte. Je lui ai raconté l'appartement du 16e, la porte refermée, la phrase d'Élodie, ce « c'est à moi » qui sonnait comme une gifle bien élevée. Je n'ai pas dramatisé, je n'ai pas pleuré. J'ai dit seulement la vérité, avec la précision froide qu'on adopte quand on a peur de s'effondrer.
il m'a posé une question simple, presque administrative. « Votre fils avait-il souscrit une assurance vie ?» J'ai haussé les épaules. Mon fils, Julien, n'était pas un homme de grands discours, mais il avait le sens des précautions. Il signait ses contrats avec la même rigueur que sa façon de plier les serviettes à table. Et soudain, un souvenir très net m'a traversé, comme une lampe qui s'allume dans une pièce oubliée. Une enveloppe de banque aperçue un jour posée sur un coin de buffet. Un appel de conseiller qui l'avait écourté en disant « Oui, oui, c'est réglé ». L'avocat a noté. Puis il m'a demandé le nom du notaire, la ville, la date du décès. Il a parlé de succession, de réserve héréditaire, de ce qui m'était dû et de ce qui ne l'était pas. Il n'a pas promis de miracle, il a promis une méthode. Nous avons saisi le notaire, maître Durand, par courrier. À l'étude, l'air sentait de papier et de cire. Je me suis assise face à des dossiers qui portaient mon nom, comme si ma vie avait été rangée sans moi. Maître Durand, après quelques vérifications, a confirmé ce que je savais déjà au fond de moi. Sans testament, sans droit d'usage, sans convention, je ne pouvais pas imposer ma présence dans un bien qui n'était pas celui de mon fils. Mais il a ajouté, en relevant les yeux, une phrase qui a changé l'angle du monde. « Madame, il existe parfois des dispositions hors succession, l'assurance vie notamment. » Le même après-midi, l'avocat a demandé une recherche auprès de l'Agira. Le mot avec une sonorité étrange, mais il ouvrait une porte réelle. Quelques jours plus tard, une réponse est arrivée. Une police d'assurance vie au nom de mon fils, un contrat actif, et dans la case « bénéficiaire », mon nom, écrit sans ambiguïté, comme une main posée sur mon épaule à travers le temps. Catherine, unique bénéficiaire. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas de joie, mais de reconnaissance. Il m'avait pensé, il avait prévu l'après. Et Élodie, elle, avait su. Elle avait eu l'information, ou elle l'avait devinée, et elle l'avait gardée pour elle, comme on garde un bijou volé au fond d'une poche. L'avocat m'a regardé calmement. Si elle a dissimulé l'existence du contrat, nous allons demander les documents, la chronologie, les échanges. Et surtout, madame, nous allons écrire, tout laisser trace. Je suis sortie de l'étude avec Lucas à mes côtés. Paris semblait identique, mais je ne l'étais plus. Ce n'était pas encore une victoire, c'était un fil tendu dans la nuit, un fil solide, un fil de droit. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu besoin de me persuader de tenir. Je tenais parce que mon fils, quelque part, m'avait donné une preuve d'amour qui ressemblait à un acte. Quelques mois plus tard, j'ai cessé de prononcer l'adresse du 16e arrondissement comme on prononce un nom de maladie. Je n'ai pas repris mon appartement, je ne l'ai même pas voulu. Ce n'était pas une victoire, au fond, c'était une sortie, une façon de ne plus respirer le même air que le mensonge. L'argent de l'assurance vie est arrivé sans fanfare, un virement net, propre, presque indécent par sa froideur. J'ai eu un instant de vertige en voyant la somme s'afficher, comme si mon fils, jusque dans sa disparition, avait trouvé le moyen de me parler sans mots. J'ai tout de suite pensé à cette nuit où j'avais compté mes pièces, le froid s'accrochant à mes doigts. La vie a parfois un sens de la symétrie qui vous humilie. Je n'ai pas cherché la beauté, j'ai cherché la lumière. Une petite maison en proche banlieue, pas trop loin pour rester parisienne sans devoir en subir la cruauté quotidienne. Une rue calme, une boulangerie qui ouvre tôt, un jardin assez grand pour entendre des oiseaux, assez petit pour ne pas devenir un cimetière de feuilles. À l'intérieur, des murs clairs, une cuisine simple, des volets qui ferment bien. Je me suis surprise à vérifier des choses très concrètes, comme si ma douleur devait enfin se plier aux exigences d'un quotidien. Lucas, lui, n'est pas devenu mon fils par magie. Je me suis méfiée de cette tentation, de ces mots trop rapides qui maquillent les fractures. Il a d'abord été un enfant confié, sous la surveillance attentive de ceux qui savent, d'office, que la bonté peut aussi être un caprice. J'ai accepté les rendez-vous, les dossiers, les formulaires, l'enquête sociale, les questions posées avec politesse mais sans indulgence,
On m'a demandé mes ressources, ma santé, mon entourage, mes habitudes. On m'a regardé comme on regarde une femme seule qui dit qu'elle veut s'occuper d'un petit garçon trouvé dans la nuit. J'ai répondu calmement. J'ai appris à ne pas m'offenser. La confiance en France se signe. Au fil des semaines, Lucas a cessé de sursauter au moindre bruit. Il ne se collait plus au radiateur comme à une bouée. Il a commencé à choisir des céréales au supermarché avec un sérieux presque comique, comme si c'était là l'acte le plus important du monde. Il a laissé ses chaussures dans l'entrée sans les cacher. Un jour, je l'ai entendu chanter très doucement sous la douche. C'était faux et c'était magnifique. Je l'ai inscrit à l'école du quartier. Les premières réunions ont été un défilé d'acronymes et de sourires fatigués. La directrice m'a dit, en me serrant la main, qu'il avait du potentiel et une histoire. Je sais reconnaître chez les gens cette manière délicate d'éviter le mot qui brûle. J'ai simplement répondu qu'il avait surtout besoin de stabilité. Je disais ce mot comme on pose une assiette sur une table, sans éclat, mais fermement. Le 1er décembre, j'ai sorti un carton que je n'avais pas eu le courage d'ouvrir depuis 3 ans. Les décorations de Noël. Certaines venaient de mon enfance, d'autres de celles de mon fils. Je les ai étalées sur la table et Lucas a touché les boules avec une prudence presque religieuse. Il m'a demandé si on le jetait. J'ai entendu dans sa question tout ce qu'on avait jeté de lui. J'ai secoué la tête. Non, on ne jette pas les choses fêlées, on les protège. Nous avons installé un sapin modeste mais droit. Lucas a voulu mettre l'étoile tout en haut. J'ai laissé monter sur la chaise et j'ai gardé ma main près de sa taille, sans l'empêcher. Aider n'est pas décider à la place, c'est rester assez proche pour que l'autre puisse essayer. Quand la guirlande s'est allumée, il a cligné les yeux comme si la lumière avait un goût. Il a murmuré « Ici, ça ne fait pas peur ». Je n'ai pas répondu, je craignais de casser la phrase. À la place, j'ai posé une tasse de chocolat chaud devant lui et je me suis assise en face, simplement. Dehors, l'hiver avançait. Dedans, quelque chose, enfin, tenait. Aujourd'hui, je suis revenue dans ce même café, près de Saint-Eustache. La neige tombe encore, avec cette application presque élégante qu'elle a à Paris. Rien n'a changé, et pourtant, tout est différent. La tasse de thé est la même, la vitre aussi, mais mes mains ne tremblent plus de la même façon. Elles ont retrouvé une mémoire utile. Lucas est assis en face de moi. Il a grandi, pas seulement en centimètres. Dans ses gestes, il y a moins de prudence, moins de calcul. Il pose son sac sans le surveiller. Il boit son chocolat chaud en laissant une moustache de mousse. À ses pieds, Mocha dort, devenu un chien paisible, presque bourgeois. Il a cette confiance tranquille de ceux qui ont enfin un lieu. Je sors de mon sac une écharpe, grise, tricotée trop serrée, celle-là même, celle qui avait été jetée sur un palier, un matin, comme un rebut. Je la déplie lentement. La laine a gardé sa douceur et, avec elle, une odeur de thé et de silence ancien. Je la passe autour du cou de Lucas. Il proteste un peu, par réflexe. Elle est grande. Je souris. Elle protège mieux ainsi. Il ne sait pas tout. Il sait l'essentiel. Il sait qu'elle vient d'un autre temps, d'un autre amour. Il respecte cela avec une gravité qui me touche. Les enfants comprennent mieux que nous la continuité des choses. Je regarde par la fenêtre. Les passants pressent le pas, les couples se disputent à mi-voix. Les vitrines promettent encore des miracles emballés. Je pense à Élodie, sans colère. Elle appartient à un chapitre clos. La loi a fait son travail, la vérité aussi. Je n'ai rien arraché. J'ai seulement récupéré ce qui m'avait été laissé, avec une discrétion toute maternelle. Je repense à cette nuit, à la bougie, au billet de 20 €, à la fatigue immense qui me disait que tout pouvait s'arrêter là. Je comprends maintenant que je ne cherchais pas la mort, je cherchais une raison. Et la raison est venue sous la forme la plus modeste possible. Une main d'enfant, un chien tremblant, une demande simple. Lucas me regarde. « Tu penses à quoi »
Je prends le temps de répondre. Je n'ai plus peur du silence. Je pensais que, parfois, pour se sauver, il faut tout donner, même ce qu'on croit être le dernier. Il hoche la tête, sans tout comprendre, mais en comprenant assez. Je finis mon thé. La cloche sonne au loin. Elle ne m'écrase plus, elle m'accompagne. Je sais maintenant que survivre n'est pas un acte héroïque, c'est un choix, répété, discret, souvent invisible. C'est accepter de rester quand quelqu'un vous le demande, c'est transformer un reste en commencement. Avant de partir, je pose quelques pièces sur la table, un geste simple. Je serre le manteau de Lucas. La laine grise contraste avec son visage plus vif. Le passé et l'avenir se tiennent là, sans s'opposer. Je me lève, je jette un dernier regard à la neige, et je me dis, sans emphase, sans grands mots, parfois, pour sauver sa propre vie, il suffit d'offrir tout ce qu'on a. Ces 20 € n'ont pas acheté la survie, ils ont acheté la raison de rester. Il y a des histoires qui ne parlent pas de héros, mais de seuil, celui qu'on franchit quand on n'a plus rien à perdre, et celui qu'on refuse de franchir parce qu'une autre vie, fragile, vous regarde. Cette histoire ne dit pas que la bonté sauve toujours, ni que la justice arrive à temps. Elle dit autre chose, de plus discret, de plus vrai. Nous survivons rarement seuls. La loi peut expulser une mère, les mots peuvent tuer plus sûrement que le froid, et pourtant un geste minuscule peut tout déplacer. Un billet de 20 €, une soupe chaude, une présence tenue jusqu'au matin. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires, ce sont des choix. Et ces choix, répétés, font basculer une existence. On croit souvent que donner, c'est se vider. En réalité, c'est parfois la seule manière de ne pas disparaître. En aidant l'autre, on se rappelle qu'on existe encore, qu'on peut encore être utile, aimé, nécessaire. La survie n'est pas toujours un combat contre la mort, c'est souvent un combat contre l'effacement. Alors posez-vous la question. Avez-vous déjà été rejeté au moment où vous étiez le plus vulnérable ? Avez-vous déjà cru que tout était fini, jusqu'à ce qu'un détail, une rencontre, une responsabilité imprévue vous retienne ? Et vous, quel a été ce petit geste, presque insignifiant, qui vous a empêché de sombrer ? Si cette histoire vous a touché, racontez-nous la vôtre. Une épreuve silencieuse, un choix difficile, une main tendue au bon moment. Votre histoire mérite d'être entendue. Peut-être qu'en la partageant, vous offrirez à quelqu'un d'autre, sans le savoir, une raison de rester. Oh my god, Frodo, did you squeal a little bit when he got it? He was just looking for a hookup. That's what I would think, right, Frodo? Anyway, so we chat all night. We have such good chat. Like, not flirty in any way, shape, or form, just funny and silly. Like, it was really good. It was like right up my street. Really dry, quick humour. Right up my street. All I ever want from a man is for them to be able to keep pace with me chatting fucking shit. It's all I want. And it was really sarcastic. Anyway, so at that point, like, we've talked for like an hour, and he was like, I've got to go to bed. And I was like,
my god, look, he's so ready for this. Mockerman, hi! These are for Chewy only, birthday biddies. Hi, Mockerman, how are you, baby? And good evening, babes. And these bits are for Chewy only. Birthday bitties. Okay, I will spend that on him, don't worry. Do you want another treat? Gently. Good boy. Oh my god, did you see the drool then? Thank you, Omar. Riptide, Glass, Mocha, how are we all? How are we, everyone? I'll give him an itty bit of the treat as well for you, Mockerman. Thank you, guys. Thank you so much for the hype train. I'm sorry you have a $600 vet bill. That's it, all gone. A $600 vet bill and you still don't know what it is. Did you drop a little? Guys, that's what he was trying to get at. Insane! I don't think that's true. Insane! Hi! Noah! Hi, love! Oh my god, look who's here to say hi to you. Hi, Ethan. How are you, babes? How was your stream? Guys, please do follow Ethan. You all know Ethan from the chat, right? Please give him a follow and go say hi next time he's live. Her, hi, her. Oh my god, her. It's been a while. Naz, Holly. Oh my god, so many friends. Hello, Colin. Thank you. Let's get Chewy Fat. Let's such a get good boy. Chewy Fat on treats. He's such a good boy. You can't deny it. You can't. Look at this distinguished gentleman, also hypertrain. Thank you, Colin. Auric, hi! Happy belated birthday. Auric, thank you so much. Okay, I'm already behind on chat. E saying hi. Jizabel, welcome in. Thank you for the follow. Hello, it's nice to meet you for the first time. You're playing Poppy